Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce webinaire en direct de Tunis, puisque Médias et Démocratie a ses quartiers divers, si j'ose dire, à Tunis, comme chaque année, pour son édition 2020. Je suis très content de vous accueillir pour cette 5e édition. Vous savez que Médias et Démocratie est une plateforme franco-africaine qui a été créée en 2015 par des journalistes professionnels français et africains. Nous avons cette année 3 pays qui sont partenaires, le Niger, la Mauritanie et bien sûr la Tunisie. J'en profite pour saluer nos confrères du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'Algérie qui malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ne peuvent pas être avec nous. Ils seront avec nous, bien sûr, l'année prochaine pour la 6e édition de Médias et Démocratie. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Robida, qui va parler au nom de l'Institut français de Tunisie. Merci beaucoup, Olivier. Ravi d'être parmi vous ce matin. Je voudrais, en effet, au nom de l'Institut français de Tunisie, de sa directrice Sophie Renaud, de son directeur adjoint Lionel Briand, vous souhaiter à tous les participants et à tous les spectateurs la bienvenue dans ce webinaire. L'Institut français de Tunisie est un partenaire fidèle de ce rendez-vous que nous accompagnons pour la 5e année consécutive maintenant. Et la proposition de Médias et Démocratie de former des journalistes africains dans le cadre des processus de transition démocratique est évidemment un enjeu tout à fait fondamental et qui fait particulièrement sens ici à Tunis, presque 10 ans jour pour jour après le début de la Révolution. Je voudrais remercier donc Olivier Piot qui s'est mobilisé pour maintenir cette édition dans les conditions particulières que l'on connaît, qui est arrivé en Tunisie une semaine avant la date du début de la formation pour pouvoir se conformer au protocole d'auto-isolement et grâce à qui les choses ont pu se dérouler presque comme prévu. Je dis presque puisque le voyage d'études à Bordeaux et à Pau malheureusement n'a pas pu avoir lieu cette année, mais je crois que les liens ont été maintenus à distance avec la France et bravo pour ça. Alors pour nous, ce webinaire, il vient aussi clore un mois de novembre qui a été particulièrement riche sur le plan de la formation et de la coopération média, puisque en plus de cette promotion Médias et Démocratie, nous avons puis organiser 4 sessions de formation au journalisme francophone avec nos partenaires de l'Union de la presse francophone en Tunisie, et je salue Anne Ensbis qui est avec nous, et avec le CAPJC, le Centre africain de perfectionnement au journalisme et à la communication. Et au total, et en comptant cette promotion Médias et Démocratie, c'est près de 70 journalistes francophones qui ont pu bénéficier de ces programmes portant sur le journalisme de la santé, de l'environnement, sur les techniques du journalisme Mojo et sur la présentation télé. Et puis l'ambassade de France, et je me permets de profiter de ce moment pour l'annoncer, a aussi conclu vendredi dernier un accord de partenariat unique dans la région qui va permettre la coproduction d'une émission de télévision qui sera diffusée à la fois sur la Ouattania et sur France 24. Et puis je suis ravi de vous annoncer que ce soutien au secteur va se poursuivre l'année prochaine, et notamment grâce à vous, Olivier, puisque l'Institut français et l'ambassade de France seront partenaires d'un nouveau cycle de formation au journalisme francophone, le CJFAM, qui est donc créé en partenariat par Médias et Démocratie, par l'Institut de presse et des sciences de l'information l'IPSI, dont je salue la directrice Amida, et par l'École publique de journalisme de Tours. Et en tout, c'est 180 heures de formation qui seront dispensées en français à une quinzaine d'étudiants en journalisme qui se verront remettre un certificat à l'issue de ce programme. Ça va nous permettre de créer, on l'espère, un vivier de talents à la disposition des médias francophones de Tunisie et du reste de l'Afrique. Ça répond à une réelle demande du secteur. Et donc, je suis ravi de pouvoir annoncer ce matin que notre coopération avec Médias et Démocratie va se poursuivre et va se renforcer avec ce nouveau programme. La première promotion sera placée sous le signe du Covid et de cette pandémie dont vous allez parler aujourd'hui et qui est un objet journalistique sans précédent, puisque sans doute jamais un événement n'a été autant couvert, jamais les journalistes n'ont pu mesurer à quel point leur travail avait un impact sur l'efficacité des politiques sanitaires, jamais les réseaux sociaux aussi n'ont joué un tel rôle. C'est donc un défi éditorial pour les journalistes et c'est un défi économique puisque la crise qui accompagne la pandémie fragilise les médias qui vivent de la publicité,
Elle touche aussi les journalistes indépendants, les photographes qui travaillent sur le sport, sur la culture, sur le tourisme, sur tous ces secteurs qui sont frappés en Tunisie comme partout dans le monde et pour lesquels j'aimerais que nous ayons aussi une pensée ce matin. Voilà, je suis très heureux que les abonnés de l'Institut français de Tunisie puissent suivre vos échanges, que j'espère riches, et je vous redonne la parole, Olivier, en vous souhaitant un bon débat. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je reviendrai à la fin de ce webinaire sur l'ensemble de nos partenaires, mais je vais quand même présenter tous nos invités. Merci à tous de participer à ce débat. Alors, je commence par les femmes. Donc, nous avons avec nous Anne-Cécile Robert, qui est responsable de tous les papiers, enquêtes, reportages sur l'Afrique et directrice du développement du monde diplomatique. Bonjour, Anne-Cécile. Ah, Anne-Cécile n'a pas mis le micro, mais elle va le mettre. Voilà. Bonjour Anne-Cécile. Alors, sinon, nous avons aussi Hanen Sbis, qui est une journaliste d'investigation en Tunisie, qui a travaillé dans de nombreux médias, notamment à Intifada, et qui est aujourd'hui présidente de l'Union de la presse francophone, la section tunisienne. Bonjour Hanen. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous avons aussi Aksa Moussa, qui s'est gentiment déplacé pour l'occasion à Tunis, donc qui vient de Niamey au Niger, qui est directeur de la publication L'événement du Niger. Bonjour Moussa. Bonjour à tous. Et puis nous avons aussi alors un jeune confrère africain de Mauritanie, Amadou Sy, qui avait été d'ailleurs dans une précédente promotion de Médias et démocratie, et donc qui travaille à Nouakchott. Bonjour Amadou. Bonjour. Et enfin, mais pas des moindres, Hamida Elbour, qui est la directrice de l'IPSI, l'Institut de presse et des sciences de l'information à Tunis, avec qui nous sommes partenaires depuis 5 ans. Bonjour Hamida. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Voilà, alors on va démarrer, si j'ose dire, sur un peu les chapeaux de roue. Peut-être qu'on peut choisir d'ailleurs, avant de venir plus précisément sur le continent africain, d'avoir un point de vue un peu distancé, c'est-à-dire de France. Donc Anne-Cécile Robert, vous qui suivez tous les mois dans le mensuel Le Monde diplomatique, cette Afrique en mutation. Alors, ce thème de Covid-19 information, quels enjeux pour les journalistes? Comment vous réagiriez comme ça à brûle-pourpoint sur la formulation de ce débat? Je me suis demandé, d'abord je remercie beaucoup Médias et démocratie et l'Institut français, tous les partenaires de cette très belle initiative. Je me suis demandé en préparant cette intervention quelle pourrait être ma valeur ajoutée par rapport aux autres intervenants pour éviter les redites. Donc je suis arrivée à 2-3 choses qui répondent à ta question, Olivier. La première chose ça peut paraître très, très bête comme ça, mais en même temps c'est problématique, qu'induit le Covid sur l'information, c'est le bouleversement de la hiérarchie de l'information. C'est-à-dire que tout d'un coup, tous les médias, tous les journaux, toutes les paroles publiques concernent le Covid, notamment sur un mode dramatique, parce qu'il y a effectivement des éléments dramatiques avec des personnes qui meurent. Et donc, l'espace médiatique est envahi par le Covid. Et parfois, j'ai noté, dans un cas comme la France, pendant le premier confinement, on a eu des temps d'antenne occupés à 80% par le Covid. Et des médias, des articles qui dans les journaux traitaient du Covid. Et comme si, et vous voyez bien à quoi je fais allusion, comme avait disparu. Et on sait en Afrique que si le Covid est une question importante, il y a d'autres maladies déjà. J'entendais hier, c'était la journée sur le sida. On a vu que le sida fait encore des ravages. Le paludisme aussi. Or, avec ce phénomène d'invasion de l'espace médiatique par le Covid, la hiérarchie de l'information est bouleversée. On ne parle plus que ça, comme si c'était la seule maladie. Or, il y en a d'autres, le sida et le paludisme par exemple. Et puis comme s'il n'y avait pas d'autres événements, comme les guerres, je sais pas, Israël-Palestine, etc.
Donc, la première chose, c'est faire attention et nous interroger sur cette hiérarchie de l'information. Est-ce qu'à un moment donné, on n'en a pas trop fait? 80%, c'est quand même beaucoup, surtout compte tenu de l'intensité de l'actualité internationale et de son caractère dangereux, le Haut-Karabakh, l'Arménie, etc. La deuxième interrogation que je voudrais partager avec vous, c'est que une pandémie comme le Covid-19 rétrécit les sources d'information. C'est-à-dire, comme c'est une maladie, il y a une certaine technicité, notamment médicale, et du coup, les sources d'information se rétrécissent, c'est-à-dire on va s'adresser à des médecins, à des scientifiques ou à des sources officielles capables de parler pour les scientifiques. Et du coup, on se retrouve avec des sources, ce qui pour nous, journalistes, est extrêmement préoccupant, puisque une grande partie du métier de journaliste, c'est trouver des sources, de bonnes sources, les vérifier, les identifier, les recouper. Or, avec la pandémie de Covid-19, le périmètre se rétrécit, le périmètre des sources auxquelles on peut s'adresser se rétrécit, et donc on a moins le choix, et facteur aggravant, on est dépendant d'une certaine technicité. C'est-à-dire on s'adresse à des médecins. Moi, je ne suis pas médecin. Un médecin qui me dit le Covid, en janvier, on nous disait c'est une petite grippe, ça, on ne risque rien. Le même médecin, 3 mois après, me dit le Covid, c'est la grippe espagnole, on va tous mourir. Donc, on est dépendant d'un savoir scientifique qu'on ne maîtrise pas. Et notre difficulté, c'est de mettre ça à distance, de recouper, pour éviter d'être dépendante d'une parole scientifique qui n'est qu'une partie de la réalité. Le philosophe français Régis Debray a dit « les experts sont techno-ignares ». Techno-ignares, c'est-à-dire ils sont très compétents dans leur domaine technique, mais ils ignorent tout le reste, la sociologie, la culture, la diplomatie, etc. Donc ils vont peut-être vous donner un point de vue technique autorisé, mais qui sera complètement idiot sur le reste, comme par exemple, et on le voit en Afrique en ce moment avec les conséquences alimentaires, économiques, sociales. On a peut-être pris des mesures sanitaires qui satisfont l'expertise médicale, mais qui ne correspondent pas du tout aux besoins économiques, sociaux des pays. Donc la dépendance à un secteur scientifique étroit qui nous oblige à trouver d'autres sources pour le mettre en balance. Et un exemple emblématique des biais de ça, pendant des semaines, les médias ont répété que les États-Unis étaient le pays le plus touché par le Covid-19 en nombre de morts. Alors c'est vrai dans la... mais c'est faux en proportion de la population. Et pourtant, tous les confrères français, les grandes chaînes, les grands médias, Le Monde y compris, n'ont pas arrêté de répéter que les États-Unis étaient le pays le plus touché, et ils nous sortaient effectivement un nombre absolu de morts très important, mais qui, si les confrères avaient pris la peine de le rapporter à la population, est très faible. C'est moins que l'Allemagne, c'est moins, etc. Donc, il ne faut pas oublier, et c'est l'autre leçon que je voulais partager avec vous, à mon sens, que nous, en tant que journalistes, devons conserver à l'esprit. On doit, c'est pas parce que c'est une pandémie et que c'est dramatique qu'on doit oublier les règles de l'esprit critique, de la mise à distance, de la contre-expertise et de la vérification, et de ne pas répéter comme des perroquets ce qui nous est seriné. Et dernière chose, parce qu'il ne faut pas abuser du temps de parole, on dépend, nous journalistes, dans les périodes comme ça, des sources institutionnelles, qui sont des sources officielles. Ça peut être le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé. Or, l'expérience a montré, concernant l'Organisation mondiale de la santé par exemple, que ces sources pouvaient être influencées. L'OMS, on a parlé de la Chine, mais elle est surtout influencée par Bill et Melinda Gates. Et puis pour l'ONU, on a vu la boulette du secrétaire général de l'ONU annoncer en début d'année qu'il y aurait des millions de morts en Afrique. Et cette parole, comme c'est celle du secrétaire général de l'ONU, elle s'est répandue. Et ça a été pendant plusieurs jours quasiment l'information officielle. Donc la dépendance vis-à-vis des sources officielles doit nous renforcer dans l'idée que nous, journalistes, on doit chercher des sources ailleurs, ONG, associations, autres confrères, en diversifiant les sources et en conservant la base du métier qui est la mise à distance et l'esprit critique. Merci beaucoup Anne-Cécile pour ce cadrage où je crois qu'on va retrouver
pas mal d'éléments qu'on va maintenant essayer de décliner un peu un par un. Alors, Hamida Elbour, par rapport à ce que vient de dire Anne-Cécile Robert, j'imagine que vous avez changé un peu les formations à l'IPSI, à la Manouba. Est-ce que vous avez des choses à développer par rapport à ça et peut-être par rapport aussi à la façon dont vous avez vécu cette crise et le journalisme, comment il s'est adapté en Tunisie? Oui, Olivier, merci à l'IFT de cette opportunité supplémentaire de partenariat et d'échange. Et donc là, c'est effectivement ce que vient de dire Anne-Cécile est très important. Et là, on retrouve pratiquement la même chose en Tunisie. Sauf qu'au niveau de la formation, nous, on a bien évidemment, les étudiants sont obligés de traiter de l'actualité. Et l'actualité, c'était la pandémie du Covid-19, que ce soit à travers leurs projets de fin d'études ou dans leurs exercices, dans les ateliers pratiques. Ils étaient obligés, bien évidemment, ils sont presque aussi confrontés au même problème que les journalistes sur le terrain, sauf que quand on est étudiant, bien évidemment, l'accès aux sources, ça devient un peu plus problématique. Et également, il y avait aussi les possibilités de stage étaient plus ou moins limitées vu les protocoles de santé qui étaient adoptés dans les entreprises de presse. Mais on a aussi vécu dans les médias tunisiens pratiquement cette difficulté à avoir de la distance, avoir de la distance vis-à-vis du discours dominant, du discours d'une part des pouvoirs politiques, essentiellement le ministère de la Santé, et de l'autre part les experts, les experts essentiellement les médecins. Et nous avons pu voir des acteurs, de nouveaux acteurs, accaparer un peu le champ médiatique en termes de contenu, en termes de temps d'antenne, même au niveau aussi des sites d'information, avec des informations parfois contradictoires qu'il n'était pas possible de contrôler. Et bien évidemment, la pandémie a montré en Tunisie, du moins, c'est la rareté des spécialistes parmi les journalistes qui peuvent traiter un peu l'information relative à la santé. Ça, c'est un besoin pressant. On a vu également des prestataires de services santé qui étaient dans l'obligation de se former aux techniques de la communication, et ils nous ont sollicité un peu, ils ont sollicité des experts de l'IPSI pour essayer de communiquer avec le grand public. Mais également, nous avons également pu voir aussi la propagation de fausses nouvelles, et il y avait bien évidemment à travers les réseaux sociaux, essentiellement Facebook, et malheureusement, ces contenus qui étaient parfois repris par des médias qui sont sérieux, sans recoupement, sans vérification de l'information. Il y a un autre volet aussi qui concerne les rapports aux sources. On a vu quelques dérives à l'éthique journalistique, le non-respect de l'intégrité physique et morale, par exemple, des personnes qui étaient malades. On voulait les pousser coûte que coûte à se présenter dans les médias, à donner des témoignages, et sans bien évidemment prendre les reculs nécessaires, etc., les forcer un peu pour les besoins des diffusions en direct, etc. Et ça a été problématique, on l'a vu au niveau, c'est vrai que ce n'est pas la majorité, mais ça a fait quelque peu débat. Mais aussi, il faut dire que la pandémie a également renforcé la précarité du travail pour les jeunes journalistes. Certains ont perdu tout simplement leur travail parce qu'un secteur des médias en Tunisie est en crise depuis des années, par exemple la presse écrite essentiellement et les sites d'information. Et cette crise
s'est renforcée avec la pandémie, en plus des difficultés quand certains journalistes ont accédé aux sources. Vous savez que on parle de travail à distance, mais il faut avoir les moyens pour ça, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir les outils techniques et il faut avoir aussi le savoir-faire technologique pour pouvoir le faire. Et là, il y a eu des formations qui se sont organisées un peu de partout, parfois sur le tas, parfois à travers des acteurs de différentes régions du monde. Parfois, c'est des organisations internationales, parfois des organisations régionales qui essayaient un peu à la hâte de doter plus ou moins les médias de cette expertise du travail journalistique qui devrait être basé sur les informations crédibles, les informations vérifiées et qui essaie un peu d'apporter, de donner un peu au public l'information et le recul nécessaire pour savoir réellement comment se comporter durant cette pandémie. Merci beaucoup, Hamida. Alors voilà deux cadrages qui se complètent bien et qui commencent à me faire remonter des réalités un peu particulières en Tunisie, en tout cas au niveau de l'école de la Manouba. Alors, Anne Hensbis, finalement, cette période, comme Anne-Cécile Robert l'ont dit et Hamida Elbour, il y a un problème d'expertise sur les questions médicales. Vous êtes, je le sais, depuis quelques années, spécialisé sur des enquêtes d'investigation dans le domaine de la santé. Alors précisément, par rapport aux questions de santé, à la question des masques, à la question des tests, etc., on peut, dans une période comme ça, même si c'est plus dur, continuer d'enquêter. Comment vous avez vu cette évolution depuis 9 mois maintenant en Tunisie dans votre travail d'investigation ? Alors, je dirais d'abord qu'il y a eu au début ce problème, donc, comme l'a dit Hamida et peut-être aussi Anne-Cécile, d'accès à l'information. C'était pas facile d'accéder aux spécialistes, aux gens de la santé, de les faire parler. On a un très mauvais rapport au ministère de la Santé qui ne nous donne jamais de l'information à part le communiqué officiel qui sort chaque jour ou chaque 2 jours. Donc, ça nous a obligés de se rabattre sur des sources alternatives, les réseaux sociaux, les syndicats, l'ordre des médecins, voir un peu des gens qui étaient dans le domaine de la santé, mais qui n'exercent pas nécessairement aujourd'hui pour avoir un complément d'information, pour avoir des explications. Ça a compliqué beaucoup notre travail. Deuxième chose, c'est que pendant la période de confinement, c'était difficile d'aller vérifier sur terrain. C'est-à-dire, vous êtes confiné, vous êtes en train d'écrire sur une pandémie à l'échelle internationale et vous ne pouvez même pas sortir pour aller voir les hôpitaux, pour aller vérifier au moins si c'est ce qu'on vous dit ou c'est ce que les déclarations officielles sur l'approvisionnement des hôpitaux en matière de dispositifs médicaux, de casques, de blouses, si c'est vrai ou pas. Et donc, on était obligé de faire beaucoup de notre travail via le téléphone, les emails, les réseaux sociaux, mais ça ne peut jamais remplacer le travail de terrain. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que une des grosses difficultés qu'on a eues, et Hamida en a parlé, c'était le manque de préparation du secteur journalistique par rapport au traitement des questions de la santé. C'est vrai que nous n'avons pas, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de spécialistes dans le domaine de la santé. C'est ce qui nous a obligés, quand je dis spécialistes, je veux dire des journalistes spécialisés dans le domaine de la santé et du domaine scientifique. C'est ce qui nous a obligés aujourd'hui d'organiser des formations. Et je salue d'ailleurs l'IFT qui a organisé le mois dernier une formation sur le journalisme et la santé.
parce que réellement, des journalistes qui couvraient jusque-là la politique, l'économie, la culture, se sont trouvés tout d'un coup à couvrir des questions de santé qui sont des questions très, très spécifiques. Ça nécessite une connaissance, ça nécessite un background, ça nécessite de connaître les experts. Et ils se sont trouvés tout d'un coup journalistes de la santé, et pour écrire sur quoi? Sur une pandémie internationale sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations et sur une situation qui est évolutive, c'est-à-dire ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai le lendemain. C'est ce qui a expliqué que réellement il n'y a pas eu beaucoup de travaux d'investigation parce que bon, l'investigation, ça nécessite quand même un certain recul par rapport à l'actualité, ça nécessite un accès à l'information un peu plus facile, ça nécessite aussi un regard global sur ce qui se passe. Très peu de travaux d'investigation ont eu lieu, mais ce très peu, quand même, a pu dévoiler certaines affaires. Je cite une enquête de ma collègue Raoula Boukrim, que j'ai encadrée moi-même, sur le flou qui a plané sur la question des commandes faites par l'État concernant les masques chirurgicaux et les tests rapides, et tout le flou qui a encadré un peu l'appel d'offres public, tous les dépassements à la loi, parce que la loi exigeait la publication de toutes les entreprises qui ont participé à cet appel d'offres sur le site justement de la pharmacie centrale. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais compris pourquoi on a accordé le privilège à une société au détriment des autres. Il y a eu aussi le non-respect de la procédure concernant les masques non chirurgicaux. Ils n'étaient pas tout le temps contrôlés, ils ne respectaient pas tout le temps les normes, le cahier de charges. Et donc, il y a eu ce travail d'investigation qui a dévoilé justement ces manquements à la procédure, le manque de transparence au niveau de l'État, et puis l'improvisation dans les politiques publiques, parce qu'on prenait des décisions qui étaient contradictoires et qui avaient des implications sur la vie des gens. Et là, je citerai l'exemple de l'ouverture, la décision de l'ouverture des frontières le 27 juin dernier, une décision qui a été prise par l'État et par la Commission de lutte contre le coronavirus, et ça a aggravé ensuite le nombre de cas de gens infectés et de gens qui sont morts, et nous sommes jusqu'à aujourd'hui en train de payer le prix de ces politiques gouvernementales non étudiées. Et donc, pour résumer tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de faire des investigations approfondies, mais je pense qu'aujourd'hui, après 8 mois, on a suffisamment de la connaissance sur la pandémie, on a suffisamment de l'information. On peut se déplacer beaucoup mieux que la première période parce qu'on est moins confiné. C'est vrai qu'il y a le couvre-feu et qu'il y a aussi certaines restrictions de déplacement entre gouvernorats, mais aujourd'hui, on peut se déplacer, on peut aller dans les hôpitaux. Les langues aussi du personnel médical se sont délayées, donc ils parlent plus facilement de ce qu'ils sont en train de vivre comme dépassement, comme manque de dispositifs médicaux pour se protéger. Donc ça nous donne une masse d'informations considérable qu'il est possible aujourd'hui de traiter et d'apporter un plus à la couverture simple de tous les jours du nombre des morts et du nombre des gens infectés. Voilà. Merci beaucoup, Annen, pour ces précisions. Alors, je continue le tour de nos invités. Bien sûr, chacun des intervenants pourra revenir sur certains points après. Alors, Moussa Aksar, au Niger, à Niamey, mais pas seulement, puisque vous êtes depuis longtemps un journaliste de terrain, vous circulez dans tout le pays, dans tout votre pays, ainsi que les pays frontaliers. Par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici, qu'est-ce que, sur cette question à la fois médicale, d'accès à l'information, de pratiques très difficiles, de déplacement, d'enquête, comment se sont passées les choses au Niger et pour vous, avec votre équipe, de l'événement du Niger? Merci Médias et Démocratie de me donner cette occasion de parler de cas de mon pays, le Niger. Il faut dire que dès le départ, dès l'apparition de cette pandémie,
Nous, au Niger, le gouvernement a pris des mesures de prévention contre la COVID-19. Alors, pour empêcher aux journalistes de faire des investigations sur cette pandémie, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a posé une épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui veulent contrarier les sources institutionnelles. Notamment, je vais vous donner un cas pratique, c'est un lanceur d'alerte qui a été emprisonné pour avoir donné une alerte sur un cas de la COVID-19. Il y a eu un autre médecin qui a connu la prison, qui a fait 3 mois de prison pour avoir nié l'existence même de la COVID-19. Et en ce qui concerne les médias, le travail des journalistes, les médias ont déjà été confrontés à des problèmes sécuritaires qui sévissent dans toute cette région. Donc, ces médias étaient fragilisés bien avant. Et ensuite, la COVID est venue les fragiliser davantage parce que le pouvoir d'achat des populations a largement baissé et les recettes ont aussi baissé. Il se trouve que même l'accès à l'information, quand vous avez une seule source d'information, vous ne pouvez pas accéder à l'information, comme l'a dit Anne. Vous avez aussi les cas où nous n'avons pas d'experts qui peuvent nous expliquer cette maladie parce qu'il n'y a qu'une seule source d'information, celle du gouvernement, et ce gouvernement ne veut pas qu'on le contrarie. Voilà les problèmes que les médias de cette région-là ont connus avec cette pandémie de la COVID-19. Merci beaucoup, Moussa Aksar, pour cette intervention. Alors, on va se tourner pour finir ce premier tour de table vers Amadou Sy, donc, qui travaille à Nouakchott, qui est la capitale de la Mauritanie. Amadou, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, est-ce que ça fait écho à des choses que vous avez vécues dans votre pratique journalistique depuis 9 mois à Nouakchott, et est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous paraissent importants qu'on n'a pas développés? Bonjour à tous, merci pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin. Alors, je pense que sensiblement, nous avons quasiment les mêmes réalités. Je pense que dès le départ de cette épidémie, il y a un climat anxiogène qui s'est installé et il y a une certaine cacophonie qui s'est installée également au niveau des médias, parce que est dû à un déficit de maîtrise, d'expertise technique. Je pense que Hanan en a parlé tout à l'heure. Et nous nous sommes rendus compte que même au niveau du personnel médical, puisqu'ils étaient nombreux à ne pas comprendre comment cette maladie fonctionnait, il a fallu pour nous, journalistes, trouver de nouvelles sources, des virologues par exemple. On ne savait même pas en fait que ces personnes-là, on les avait en Mauritanie, moi par exemple, et pour beaucoup de contacts. Et du coup, il a fallu aller chercher des médecins, des spécialistes qui pouvaient nous expliquer le fonctionnement de cette maladie et également nous faire comprendre un petit peu les mesures qui ont été prises par les autorités. Parce que je donne juste l'exemple en Mauritanie. La maladie, elle est arrivée le 13 mars officiellement. À partir du 14, déjà, une batterie de mesures ont été prises, notamment des couvre-feux, fermeture d'écoles, d'espaces publics, etc. Et ensuite, il y a eu la fermeture des frontières régionales, on va dire. Mais on ne nous a pas dit pourquoi cela a été fait. Et l'une des raisons pour lesquelles ça a été fait, c'est qu'en Mauritanie, il y avait un déficit de tests. Donc, on ne pouvait pas faire des tests massifs au départ. Et cette information n'a pas été communiquée à la base. Donc, l'une des raisons qui ont fait que cette batterie de mesures a été faite, c'est parce que, de l'autre côté, il y a un déficit de ressources humaines, un déficit également d'expertise technique et de matériel. Donc, il y avait cela. Ensuite, à un moment donné, on s'est heurté à la difficulté des sources. C'est qu'on avait l'État qui a centralisé l'information et qui choisissait ce qu'elle mettait en valeur. Et du coup, à un moment donné, il fallait pouvoir trouver des personnes qui vont pouvoir faire une forme d'équilibre de l'information quelque part. Et c'était difficile parce qu'eux-mêmes, ces médecins, étaient soumis à une forme de devoir de réserve et les rares qui se sont prononcés
en public ont reçu quelque part des notifications ou dans ce cas des messages de leur hiérarchie et se sont tus. Et du coup, il y a vraiment cette difficulté de trouver des sources. Et pour pallier à cette problématique, il fallait que les journalistes, et encore on a fait avec quelques-uns, se mettent sous forme de réseau quelque part, si on peut l'appeler ainsi, pour pouvoir partager, mettre en commun les informations que nous avions, parce que certains avaient des affinités avec d'autres, ils pouvaient avoir des informations avec d'autres. Et du coup, la source d'Olivier, celle de Moussa et celle de Ignace, on pouvait mettre ça en commun pour essayer en tout cas d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. La dernière chose, c'est la précarité au niveau des médias, au niveau des journalistes qui s'est renforcée. La plupart des journaux de la presse écrite ont mis la clé sous le paillasson et les autres ont été dans une posture de relais, tout simplement de l'information. Enfin, la dernière chose qu'il y a eu, et c'est un gros travail qui a été fait sur les réseaux sociaux par les journalistes de Mauritanie, c'est un petit peu cette lutte contre la désinformation. En fait, on était face à un flot d'informations, vérifiées ou pas vérifiées, et la psychose s'installait au niveau de la population. Et quelque part, c'était notre rôle à nous, médias, de trouver le moyen de soit pouvoir confirmer, soit contrecarrer, et là où c'est également... s'il y a un point positif que cette pandémie a installé, c'est quand même qu'il y a eu plus de crédibilité vis-à-vis de certains médias. Je donne l'exemple, bon, je ne vais pas peut-être citer le nom d'un média, mais je sais quand même qu'en Mauritanie, certains médias ont joué un rôle fondamental de pilier. Aujourd'hui, tout le monde va se ruer vers eux pour vérifier toute information qui concerne le Covid. Merci beaucoup. Alors, avant de faire un tour de questions des journalistes ici qui sont en formation à Tunis, ils ont fait remonter des questions. Avant de faire un tour avec vous sur ces questions, j'ai envie de vous redonner la parole à certains sur un problème que vous avez évoqué, qu'Anne-Cécile Robert a donné dans son cadrage, c'est la question des chiffres qui sont de fait, on l'a vu partout dans le monde, qui deviennent un quasi-monopole de nos gouvernements. Alors c'est vrai qu'on le sait, qu'ils ont des moyens d'État pour centraliser des directions, des ministères, les chiffres officiels, enfin ils en font des chiffres officiels de fait, des morts, des décès, des lits. Comment est-ce qu'on peut, nous, journalistes, dans une période comme ça, avoir une contre-expertise? On n'a pas forcément les réseaux, on peut remettre en question, questionner ces chiffres, mais Hanan Sbis, par exemple, et après peut-être Anne-Cécile Robert, Hanan Sbis en Tunisie, sur tous ces chiffres qui sont égrenés, comment vous avez fait? Pour la question des chiffres, il était possible pour nous, par exemple, d'aller faire nous-mêmes le comptage en allant visiter certains hôpitaux, vérifier si c'est vraiment, ils ont le nombre affiché de gens qui sont affectés et de gens qui sont morts. Ça, c'était une possibilité. Une deuxième possibilité, c'était de chercher des sources alternatives, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte, des gens qui étaient dans le ministère de la Santé, mais qui nous donnaient des informations, mais qui ne voulaient pas être au devant de la scène. Et là, ils nous faisaient remonter d'autres chiffres que ceux qui étaient officiellement déclarés. Et une autre chose, et là je veux citer un collègue qui travaillait dans les régions, et il m'a parlé d'une difficulté qu'avaient les correspondants dans les régions, c'est qu'eux, ils avaient les chiffres exacts. Mais quand ils voulaient les diffuser, dans leur rédaction, on leur disait non, mais il fallait se restreindre aux chiffres officiels. Et là, ils se sont trouvés dans un dilemme important parce que eux, d'un côté, ils avaient des chiffres qui étaient vérifiés, qu'ils ont vérifiés eux-mêmes sur le terrain. D'un autre côté, ils ne pouvaient pas les déclarer parce qu'il fallait respecter ce monopole des sources officielles pour donner le chiffre qui est exact pour tout le monde. Donc ça, c'était une difficulté qu'on nous faisait remonter nos collègues, surtout dans les régions. L'autre alternative à faire, c'est qu'on sait que certains, par exemple, on se rabattait sur des gens qui étaient dans le secteur de la santé, des anciens employés, des anciens, par exemple, docteurs, des gens qui travaillaient dans les syndicats,
ou des gens qui travaillaient dans la société civile, mais qui étaient dans des associations qui avaient un lien avec le secteur sanitaire. Et donc, ces gens-là savaient analyser les chiffres. Ils savaient nous donner un background sur ces chiffres-là. Ils savaient nous fournir aussi d'autres chiffres alternatifs. Donc, comme disaient tous mes collègues depuis ce matin, il fallait trouver une solution alternative tout le temps. C'est qu'il y a ce qui était donné, avancé par les sources officielles, mais il y avait tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait, nous, avoir comme journalistes, des autres sources qui étaient disponibles. Et donc, là, je salue l'apport de gens dans le secteur de la santé qui ont eu le courage de parler avec des journalistes, de leur expliquer le background de ces chiffres, de leur fournir parfois des chiffres qui étaient différents de ce qu'on a avancé. Ces gens-là qui avaient l'expertise, qui n'étaient pas nécessairement au devant de la scène, parce que ceux qui sont au devant de la scène ne sont pas nécessairement les mieux informés. Mais ces gens-là nous ont aidés énormément à donner au moins une autre facette du problème. Voilà. Merci Annen. Alors je crois que Anne-Cécile Robert, vous aviez une réaction sur ce point. Ah, Anne-Cécile Robert, il faut mettre le micro. C'est pas grave, c'est l'avantage du webinaire. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a expliqué Annen sur la nécessité de trouver et comment trouver des sources alternatives. Je voulais juste ajouter 2 points. En France, on a eu le problème que les sources étaient décentralisées, c'est-à-dire c'était les hôpitaux et les régions, et parfois les chiffres étaient contradictoires. Donc il fallait essayer de compiler. Et mon 2e point, pourquoi les chiffres étaient contradictoires, et ça c'est un problème général, c'est que les chiffres n'étaient pas fabriqués de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personne morte du Covid? Est-ce que c'est une personne qui est morte à cause du virus ou d'une pathologie associée, ou parce qu'elle est morte des conséquences du Covid? Et suivant la définition que vous adoptez de ce qu'est une personne morte du Covid, vous avez des chiffres plus ou moins hauts ou plus ou moins bas. Et ça, c'est un problème général. Contrairement à une légende dont sont victimes beaucoup de nos confrères, les chiffres ne sont pas objectifs. Les chiffres sont fabriqués. Les chiffres sont des concepts. Et tous les statisticiens et tous les gens qui connaissent les chiffres le savent, un chiffre, ça se fabrique. Vous définissez une statistique, un périmètre, des données. Et le cas des morts du Covid, c'est typique. Qu'est-ce qu'une personne morte du Covid? Est-ce qu'elle est morte vraiment du virus, ou parce qu'elle avait une pathologie associée, ou parce qu'elle était âgée, etc. Et la question de la fabrication des chiffres doit être toujours à notre esprit, et il faut que les journalistes se forment aux tâches des chiffres. On n'a pas le temps de développer, ça nous sort du sujet, mais il y a eu des choses écrites par Joseph Stiglitz sur la fabrication du chiffre du PIB, le produit intérieur brut, donnée qu'on utilise tout le temps, est en fait une fabrication idéologique qui peut être contestée. Si vous googlez Stiglitz PIB, vous verrez que c'est une donnée qu'on peut utiliser, mais qui correspond à une vision de l'économie et notamment de la croissance. Moussa Aksar, est-ce que sur cette question des chiffres, rapidement, vous avez eu des problèmes particuliers au Niger? Oui, en fait, Annen tout à l'heure a parlé des hôpitaux, des chiffres qu'ils ont pu avoir dans des hôpitaux décentralisés. Mais ici, nous sommes dans des démocraties en construction dans nos pays. Ce n'est pas la même chose. Parce que pour le cas du Niger, c'est le ministre de la Santé qui fait un communiqué ou bien qui vient à la télé, au journal, pour dire voilà les cas que nous avons de la Covid-19, voilà, c'est tel chiffre. Vous n'aurez pas, même en tant que journaliste d'investigation, un médecin qui va venir contester ces chiffres-là, puisque d'ores et départ, le gouvernement a pris des mesures en mettant sur la tête des citoyens l'épée de Damoclès qui est là, il ne faut pas contester ces chiffres-là. Mais après plusieurs mois, aujourd'hui, il y a des journalistes qui essaient de trouver des médecins qui peuvent leur parler des vrais chiffres de cette maladie-là. Merci Moussa. Alors je vous propose
Ça fait 45 minutes voilà, que nous avons débuté ce webinaire. Je vous propose qu'on fasse un petit détour par notre promotion ici. Donc, je le rappelle, de 21 journalistes qui sont de Tunisie, de Mauritanie et du Niger. Ils m'ont fait remonter des questions que je vous soumets. Alors, on va peut-être les prendre une par une, et puis vous me signalez si vous souhaitez répondre. Alors, la première question, c'est une question de Hussein, qui a 31 ans et qui travaille à Nouakchott, en Mauritanie. Le journaliste ressent un décalage important entre sa réalité de reporter sur le terrain et les attentes des chefs de rubrique ou de ses patrons, ce qui accentue la pression sur lui. Comment peut-il remédier dans une période comme ça à cette pression? Voilà la première question. Alors, est-ce que vous me faites un petit signe de la main si vous avez envie de répondre à cette question? D'ailleurs, c'est une question qui a été évoquée tout à l'heure par Annen à propos des correspondants. Donc, la pression dans les rédactions par rapport aux reporters de terrain, sur les chiffres ou sur d'autres, d'ailleurs, problèmes. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Peut-être Moussa, vous qui êtes directeur, justement, vous êtes parmi ces patrons dont parle Hussein. Est-ce que vous faites pression sur vos journalistes pour les conduire à la prudence ou comment vous répondriez à Hussein? Merci Olivier, mais nous ne faisons pas de pression sur nos journalistes. Ils sont libres de traiter ce genre de sujet. Mais je vous ai dit tout à l'heure, dès au départ, que les médias traversent déjà une crise au sein de la rédaction. Ils ont été fragilisés par des défis sécuritaires dans cette zone-là. Plus maintenant, la COVID-19, en période de confinement, vous ne pouvez même pas faire un bon reportage. Vous avez la qualité aussi de l'information qui a complètement chuté, vous ne pouvez pas vraiment faire de la vraie information. Donc vous n'avez pas de source, personne ne veut vous parler de cette maladie parce que craignant des représailles de la part du gouvernement. Merci. Est-ce que Annen, là-dessus, oui, sur la pression, ou alors Amida, je vois qu'Amida lève la main, sur cette pression, Amida, dans les rédactions, des hiérarchies jusqu'au directeur du média, parfois, ce que vous avez été. D'ailleurs, je rappelle que vous avez été directrice de la TAP, l'agence d'information de la Tunisie. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette question? Tout simplement, puisqu'il s'agit d'une situation particulière, en fait, la hiérarchie dans les rédactions sont aussi des journalistes, c'est-à-dire qu'ils connaissent un peu la réalité du terrain. Il faut les associer. Il faut les associer dans les prises de décision concernant le terrain. Si on a des difficultés, ne pas hésiter à dire voilà comment est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il faut que la décision soit collective. Et quand la hiérarchie elle est associée dans la recherche d'une source d'information ou essayer de faciliter l'accès au terrain pour un journaliste, là, ils vont se rendre compte justement des difficultés réelles que peuvent confronter les reporters. Merci beaucoup. Annen, un petit commentaire ou Amadou? Oui, Annen Smith. Je sais que c'est difficile pour un journaliste d'aller à l'encontre contre sa rédaction, surtout dans une situation assez délicate. Si vous ne citez pas les sources officielles, on peut vous accuser d'atteinte à la sécurité du pays, et ce n'est pas n'importe quelle accusation. Et donc, beaucoup de journalistes sont obligés de se plier à ces contraintes. Mais il y a eu une alternative que certains journalistes ont publié les informations qu'ils ne pouvaient pas publier dans leurs journaux sur leur page Facebook, sur les réseaux sociaux. Et donc, ils sont devenus une source d'information pour d'autres collègues. Et ça, là, je souligne quand même que les réseaux sociaux, ça reste toujours un espace de liberté où quand toutes les institutions, ou tous les espaces institutionnels sont fermés, au moins on a les réseaux sociaux où on peut encore dire des choses, diffuser de l'information qui est censurée
et peut-être aider d'autres collègues qui auraient peut-être la possibilité de les publier, de s'enrichir par cet apport d'informations. Sinon, je sais que dans des rédactions, dans ce contexte où il y a beaucoup de journalistes qui ont perdu leur emploi, un journaliste ne peut pas se hasarder, prendre le risque de se mettre contre sa rédaction en voyant que beaucoup de collègues ont déjà perdu leur boulot. Donc, c'est vrai que c'est délicat. D'où la nécessité de faire de l'investigation, parce que ça nous donne aussi une autre alternative pour faire de l'information approfondie dans d'autres cadres et aussi de publier dans d'autres plateformes autres que les plateformes dans lesquelles on travaille d'une manière classique. Voilà. Merci Annen. Alors Amadou, justement, sur cette question de complémentarité, c'est intéressant parce qu'on entend souvent les journalistes dire « Ah, les réseaux sociaux, ils ne sont pas sérieux. Ah, c'est nous les professionnels de l'information. » Alors qu'on sait très bien qu'en fait, on va vers la nécessité d'une complémentarité de ces productions d'informations. Est-ce que, sur ce que disait Annen, en Mauritanie, vous avez vécu ça, c'est-à-dire des relais, soit par des confrères, soit par d'autres, d'informations qui viennent nourrir finalement pour chacun des journalistes et qui permettent de contourner la pression qu'on peut avoir dans sa rédaction? Merci Olivier. Alors, chez moi, on a l'habitude de dire qu'elle m'a marché sur la langue. Je ne sais pas si ça se dit chez vous. Mais effectivement, la situation elle est vraiment très similaire. Déjà, de prime abord, beaucoup de médias ont mis la clé sur le paillasson. Donc, tu as beaucoup de journalistes et de médias qui se sont mis dans une forme de chômage partiel ou total, entre guillemets, déjà. Donc, ils sont nombreux, on est nombreux à avoir cessé quelque part d'exercer durant les 6 premiers mois à peu près. Ça, il y a déjà cet aspect. De l'autre côté, au niveau des médias, la pression était telle que c'est d'abord l'information officielle, c'est d'abord le compte-rendu qui est fait chaque jour à 18h qui fait foi. Et on s'est limité essentiellement sur les chiffres, le nombre de nouveaux cas, le nombre de cas communautaires, le nombre de cas importés, le nombre de décès, etc. On ne va pas au-delà. La première difficulté que les journalistes ont eue, c'est surtout le fait d'avoir accès quelque part au protocole de soins, par exemple, qui est appliqué aux personnes qui sont diagnostiquées positives. Et c'est sous couvert de cette, on va dire, polémique ou débat sur la chloroquine, etc., est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas, etc. Donc, cette difficulté de trouver l'information au niveau de la base, savoir réellement qu'est-ce qui se passe, c'était difficile. Et du coup, certains médias, certains journalistes, eux, individuellement, ils étaient en contact avec des sources qui pouvaient leur dire attention, dans tel lieu de rétention ou tel lieu lieu où on soignait des personnes, voilà ce qui est appliqué. Mais quelquefois, on ne leur donne rien du tout. Tel autre médecin ou spécialiste va te dire en fait, ce matin, il y a eu, j'ai vu 40 cas suspects, mais ils n'ont pas été testés parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de tests. Donc, ce type d'information ne pouvait pas être vérifié et mis dans un article normal parce qu'on ne pouvait pas recouper, on n'avait pas assez d'éléments pour recouper cette information, mais ça pouvait se retrouver sur le Facebook, la page Facebook de certains journalistes, etc. Et du coup, pour le coup, on a beaucoup de jeunes journalistes qui ont émergé sur la place publique. Je pense à un certain Suleiman Digo que les amis de la Mauritanie vont reconnaître, dont la page Facebook et les postings font foi, par exemple. Et du coup, lorsque, je finis par là, lorsque, par exemple, le Point quotidien prenait du retard, c'est sur sa page que les gens allaient pouvoir avoir l'information parce qu'il nous a habitués à distiller de l'information. Donc oui, la nécessité d'avoir cette complémentarité qui fait que des fois, c'est d'abord sur Facebook, c'est d'abord sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que l'on a des bribes d'informations et sur la base de cela, on peut aller creuser derrière pour essayer de compléter et de faire un papier beaucoup plus consistant. Merci. Alors Moussa Aksar, la prochaine question, la deuxième question de la promotion, et après je donnerai la parole à Anne-Cécile Robert. Moussa Aksar, c'est un compatriote du Niger, une compatriote du Niger qui la pose. Donc
je vais vous laisser peut-être tenter d'y répondre. Donc la question, c'est la suivante. Quels moyens les journalistes ont-ils pour tirer profit de cette crise? Parce que jusqu'à maintenant, vous voyez qu'on a insisté sur les contraintes. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi de se dire, tiens, cette crise est aussi l'occasion pour des journalistes d'un certain nombre de choses nouvelles, de dire des choses nouvelles, peut-être d'apprendre à faire autrement. Bref, est-ce qu'il y a un côté positif pour les journalistes? Voilà quelle était la question de Nadia, donc qui a 45 ans et qui travaille dans un média public à Niamey. Merci. Je vais tenter de répondre à Nadia parce que moi je pense que ce qu'on peut tirer de cette pandémie, c'est que les journalistes peuvent se spécialiser. Il y a très peu de journalistes qui sont spécialisés dans le domaine de la santé au Niger. Il y a aussi cette résilience aussi au sein des médias. Il y a des médias aujourd'hui qui ont pratiquement fermé et sur la qualité même de l'information. Donc moi je pense que c'est ces deux aspects qu'on peut tirer de cette pandémie-là. Anne-Cécile Robert, peut-être sur cet aspect le côté positif et puis sur d'autres, je vois que vous vouliez intervenir. Oui, je voudrais faire le lien entre les deux questions pour rappeler la contradiction qui règne dans le fonctionnement de la presse et des médias. C'est que les médias, en principe, sont supposés être des lieux de liberté pour exprimer de l'information, mais en même temps, les médias sont des lieux très hiérarchisés. C'est-à-dire les rédactions, et en France c'est pareil, fonctionnent de manière hiérarchique. On plaisante souvent dans le métier en disant que c'est médiéval. Donc il y a à la fois une soumission à l'autorité et à la fois un impératif de liberté. Et je pense aux jeunes qui écoutent ce webinaire, quand on démarre la carrière, il faut arriver à jongler avec les deux, c'est-à-dire à se faire reconnaître de la hiérarchie par sa compétence et en même temps à passer entre les gouttes, quitte à, comme l'a dit plusieurs confrères, à utiliser l'extérieur, les réseaux sociaux pour faire passer ce qu'on n'arrive pas à faire passer autrement. Mais c'est une espèce de marche en crabe contradictoire entre l'affirmation d'une déontologie, d'une expertise professionnelle, comme l'a dit Moussa, et un respect des formes hiérarchiques qui sont l'histoire du monde médiatique et qui s'expliquent par le fait que c'est le rédacteur en chef ou le directeur du journal qui finit au tribunal quand quelque chose a été diffusé et qui ne convient pas. Et l'autre chose, c'est qu'il pour compléter toutes les solutions qui ont été avancées par Moussa, Amadou et Hanen en particulier, il faut aussi penser à la solidarité internationale, c'est-à-dire si effectivement l'information est bloquée dans un certain nombre de pays, notamment les démocraties en construction, on peut faire un détour par l'international. Il y a eu les groupes des Panama Papers, je sais que Moussa et Hanen font partie d'un groupe Norbert Zongo qui investigue à l'international. Au monde diplomatique, à Paris, je reçois aussi des infos d'un peu partout et que je peux faire relayer sur nos blogs ou dans nos pages pour attirer l'attention et rendre hommage au travail formidable que font les collègues sur le terrain, en particulier en Afrique, dans des conditions très difficiles. Alors, merci pour la transition. Je donne tout de suite la parole à Hanen pour compléter. Et après, Moussa, on reviendra justement sur ce réseau Cenozo Norbert Zongo. Alors, Hanen, vous avez la parole. Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Moussa et à ce qu'a dit Anne-Cécile sur le côté positif de la pandémie. C'est que, comme journalistes, nous avons pu bénéficier d'un nombre énorme de formations en ligne dans tous les secteurs. Et ça nous a permis d'améliorer nos capacités dans plusieurs domaines grâce à des réseaux internationaux qui ont diffusé des formations en ligne comme l'ICIJ, comme le GIGN, comme d'autres réseaux qui ont mis à disposition des journalistes confinés chez eux, des formateurs qui leur ont donné des formations, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le fact-checking, le data journaliste. Et ça, c'était des ressources extraordinaires parce que finalement, les journalistes qui, normalement, dans le cours de leur travail, le cours quotidien, n'ont pas le temps
de s'arrêter pour apprendre des choses, pour aller se former pour la première fois de leur carrière, en fait. Ils ont eu cette occasion, en restant chez eux, d'accéder à des formations d'une grande qualité, données par des formateurs aussi très expérimentés. Et ça, c'est une richesse énorme qui n'aurait pas pu être réalisable s'il n'y avait pas justement ce contexte particulier. Donc, ayez en tête que quand même, il y a des aspects positifs à cette pandémie. Alors justement, avant de revenir avec Moussa sur le réseau Cenozo, Hamida Elbour, vous l'avez senti, cette nouvelle dynamique, cet oxygène en quelque sorte, dans les outils de formation, à la fois en formation initiale et en formation continue pour les journalistes, finalement grâce au Covid ou comme une conséquence du Covid? Effectivement, il y a eu toute cette solidarité, je veux dire aussi, parce qu'il y a un élan de solidarité entre les journalistes pour essayer de former un peu à des techniques nouvelles, plus ou moins quasiment nouvelles, ou alors à la diffusion d'un savoir concernant la couverture des problèmes de santé. Et je dois dire aussi que ces webinaires, ces formations en ligne ont aussi profité aux étudiants en journalisme. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits à ces formations qui étaient libres d'accès. Et effectivement, c'est une sorte de plus-value qui essaye un peu de valoriser aussi le métier de journaliste, parce que à un certain moment, on commençait à se poser des questions vu le nombre d'intervenants dans les médias et qui se proclament un peu du champ journalistique. Là, il y a un peu une sorte de retour aux règles qui donne un peu aux journalistes la faveur d'exercer ce métier et d'avoir aussi cette parole plus ou moins plus crédible que les autres qui peuvent d'une certaine façon intervenir soit en tant que chroniqueur, chroniqueuse ou expert et experte. Donc c'est une dynamique qui est intéressante. Ça a permis aussi d'avoir pour certains qui ont un peu plus d'expérience de se mettre dans une posture de formateur et formatrice et de partager un peu ce savoir-faire technique. Et c'est donc une manière aussi qui a permis au contenu relatif à la santé et à la pandémie de s'améliorer. Je viens de participer à un jury de concours de production journalistique, et là, j'ai pu constater qu'au fil des mois, il y a quand même amélioration qualitative de l'information qui est diffusée au public, que ce soit au niveau des chaînes télévision, radio ou presse écrite et électronique. Merci beaucoup, Hamida. Alors, Anne-Cécile, Hamida ont évoqué la question des réseaux. Moussa Aksar, pour tenter de mutualiser d'une certaine façon la capacité d'analyse, de production d'informations. Vous êtes, Moussa Aksar, je le rappelle, président d'un réseau de journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest, qui est dans 15 pays. Le réseau Cenozo, qui est né du réseau de Norbert Zongo, ce journaliste du Burkina qui avait été assassiné. Est-ce que la crise, surtout tout partie des questions qu'on a vues, a permis au réseau et à chacun de ses membres de réagir ensemble, de mutualiser des choses sur cette question de la crise sanitaire? Oui, merci Olivier. Donc, je dois dire que c'est un réseau qui regroupe les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Et ce réseau regroupe plus de 100 journalistes. Plus de 100 journalistes d'investigation ont été formés par ce réseau. Ce réseau est parti d'une histoire en 2014
où nous avons constaté qu'il y a de bons journalistes dans nos pays, dans les pays de la CEDEAO, mais qui vivent sous la pression des puissants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et qui vivent pas de leur travail? On les empêche de faire convenablement aussi leur travail. Donc, on les a regroupés au sein de cette cellule qu'on a appelée cellule Norbert Zongo pour les journalistes d'investigation. Ce sont d'excellents journalistes qui font bouger les choses dans leur pays, mais qui sont isolés. Donc, pour ne pas qu'ils soient isolés, nous les avons regroupés au sein de ces réseaux-là pour faire des enquêtes transfrontalières. Ils ont eu à faire des enquêtes sur la migration, sur le trafic de faux médicaments, le trafic de drogue, beaucoup d'autres choses, le trafic d'armes aussi, beaucoup d'autres choses dans cette partie du continent. Et ce réseau aussi a eu à avoir plusieurs prix. Il a travaillé de concert avec le Consortium international pour le journalisme d'investigation, ICIJ, dans les Panama Papers, les Swiss Leaks, et surtout sur la corruption des élites africaines. Et il a eu au minimum, je pense, 4 prix. Tous ces journalistes qui ont travaillé, ils ont eu plus de 4 prix aux États-Unis. Avec la COVID-19, ce qui s'est passé, c'est que ça a impacté sur les activités des journalistes, sur l'activité du réseau, parce qu'on ne pouvait plus faire des enquêtes transfrontalières. Le fait que les frontières sont fermées, on ne peut pas aller d'un point à un autre, et c'était difficile. Ça a beaucoup impacté sur les enquêtes transfrontalières. Mais toujours est-il que dans les pays, dans ces pays-là, on continue à former des journalistes d'investigation pour qu'ils puissent faire convenablement leur travail d'investigation. Est-ce que, Moussa, on peut aller un petit peu plus loin et prendre un exemple d'une investigation que vous avez menée à quelques-uns dans ce réseau et qui a pu être publiée pendant la crise de la COVID-19? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Bon, l'exemple, je prends le cas du Niger, pour ne pas aller loin. Il y a d'autres qui ont publié des enquêtes. Moi, j'ai publié une enquête sur le ministère nigérien de la Défense, où 71 milliards ont été dilapidés par certains fournisseurs, y compris certains fonctionnaires. Et jusque-là, la justice ne s'est pas saisie du dossier, mais toujours est-il que la société civile a porté plainte pour que ce dossier puisse connaître une issue heureuse et que les responsables rendent gauche. Anne Ensbis, je crois que vous aussi, sur le monde arabe, plutôt sur la partie nord de l'Afrique et d'autres pays qui touchent à l'Afrique parmi les pays arabes, vous faites partie de réseaux d'investigation. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'enquêtes qui ont été produites avec certains membres de ces réseaux depuis 8 mois et pendant la crise sanitaire? Alors, moi, je suis active avec le réseau ARIJ, Arab Reporters for Investigative Journalism, qui ont lancé depuis le mois de mars un projet justement pour pousser les journalistes dans le monde arabe à produire des investigations sur la COVID-19. J'ai eu l'honneur d'en encadrer une enquête que j'ai citée tout à l'heure sur les abus qui ont eu lieu dans la question des appels d'offres publics par rapport aux tests rapides et par rapport aux masques non chirurgicaux. Aussi, comme étant formatrice dans le projet Media Lab Investigation de CFI, qui avait débuté avant le Covid, mais on a été surpris en plein projet par cette pandémie. Ce projet, comme par hasard, c'était l'investigation sur le secteur de la santé. C'est comme si on était un peu visionnaire. Donc, oui, journalistes devaient produire des investigations sur un sujet qui concernait la santé sur presque une année. Et comme on a été pris de court par la COVID-19, et donc chaque journaliste devait ajouter un complément dans son enquête sur la COVID-19. Et je citerai, par exemple, il y a eu des enquêtes sur les faits déjà les difficultés quand les femmes atteintes du cancer du sein dans les régions intérieures par
à cause du manque de l'équipement médical et des médecins spécialisés. Mais ça, c'est une situation qui s'est encore aggravée avec la COVID-19 parce que ces femmes-là se sont retrouvées coupées de leurs médecins, elles ne pouvaient pas accéder aux soins, elles ne pouvaient pas aller aller à leur rendez-vous et à leur séance de chimiothérapie. Et il y en a des femmes qui, dont le cas a été aggravé, il y en a qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu aller prendre leur dose de chimiothérapie à temps. Il y a aussi une autre enquête qui a été faite sur l'effet psychologique, enfin la violence psychologique à l'égard des femmes. Comme vous savez, la violence à l'égard des femmes a eu des taux records pendant la COVID-19 et donc la journaliste a été obligée d'ajouter un complément à son enquête sur les effets psychologiques désastreux de la COVID-19, surtout sur les femmes violentées pendant la période de confinement. Et on a eu des cas très, très graves. Je me rappelle aussi qu'on a eu que j'avais encadré une enquête d'un collègue de l'Irak qui avait traité la question de la vente de médicaments non autorisés dans des pseudo-pharmacies et dans la rue, et parmi les médicaments qui étaient vendus, justement, des médicaments qui étaient soi-disant annoncés comme étant des médicaments contre la COVID-19, et lui-même est allé faire le test en disant qu'il était atteint, et le type qui était dans la rue, qui n'avait aucune formation médicale, lui a prescrit des médicaments à prendre pour se guérir de la COVID-19. Et donc, pour résumer, on a eu une panoplie d'enquêtes. D'ailleurs, je me permets d'annoncer que dans le cadre du forum d'Arish qui commence le 4 décembre, donc demain, nous aurons une session le 6 décembre à 16h, heure de Tunis, pour parler de ces enquêtes-là. On va inviter les journalistes qui ont fait les enquêtes d'investigation sur le secteur de la santé pour parler de leurs enquêtes, des difficultés qu'ils ont eues, des sources auxquelles ils ont fait appel et ce qu'ils ont révélé. Donc, juste pour finir, Olivier, c'est que malheureusement, ce sont toujours les organisations internationales qui financent les investigations. On pensait que pendant la COVID-19, ça aurait pu inciter les entreprises de presse d'encourager leurs journalistes à faire de l'investigation. Eh bien, non, comme toujours, ce sont les organisations internationales qui financent les journalistes, qui les appuient, qui les aident à publier des enquêtes d'investigation. Voilà. Merci beaucoup, Annen. Alors, Anne-Cécile Robert, sur cet aspect enquête d'investigation pendant la crise, le monde diplomatique a produit un certain nombre de choses dans le mensuel, mais aussi sur le blog du monde diplomatique. Je rappelle qu'il y a un blog qui s'appelle Mots d'Afrique, Mots M-O-T-S. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce qui a pu être fait à cette occasion ? Alors, il est important effectivement de préciser que c'est Mots d'Afrique MOTS et pas MAUX parce que non à l'afro-pessimisme. Donc, y compris, ça commence par les mots. Non, je voulais simplement compléter ce que les confrères ont dit, parce que nous, au monde diplomatique, on est dans une situation privilégiée parce qu'on a les moyens de financer nous-mêmes des enquêtes. C'est tellement rare aujourd'hui qu'il faut quand même s'en rendre compte. Ce que je voulais souligner, c'est que même dans notre cas, quand on fait des enquêtes d'investigation, et c'est pour ça que ce que dit Moussa et Annen est très important, il faut vraiment être solidaire et avoir une solidarité internationale. On est confronté à des gros mastodontes qui ont beaucoup d'argent et qui font pression. Ça ne concerne pas forcément la santé, mais encore que, on avait publié, nous, une enquête sur Areva au Niger il y a quelques années, et on a eu Areva sur le dos tout de suite avec les services com, les menaces de procès, etc. Donc nous, on a les reins solides, on peut riposter, mais pour de nombreux journaux, rien que la menace du procès, et on sait que dans le domaine de la santé, les lobbies pharmaceutiques sont très puissants pour bloquer.
et parfois la crainte même du procès peut entraver les informations et la réalisation des enquêtes. Et donc on ne dira jamais assez l'importance de la solidarité internationale, de se communiquer les informations entre confrères pour se protéger les uns les autres, pour financer, pour mutualiser les financements et éviter de dépendre des organisations internationales, de financer vraiment ce que nous, on a envie de financer, et puis de pouvoir résister à la pression des grands groupes, quels qu'ils soient, qui peuvent essayer de nous faire taire par toutes sortes de menaces et pour essayer de nous empêcher de faire notre travail. Merci Anne-Cécile, mais est-ce qu'on peut avoir 2-3 exemples d'enquêtes qui ont été publiées, soit par le blog du Monde Diplo, soit dans les pages, au début de la pandémie? Alors nous, on a fait des enquêtes sur les lobbies des médecins en France, l'ordre des médecins, le groupe des médecins, parce que notre cher président Emmanuel Macron, qui est tout puissant et qui se prend pour Dieu le Père, dépend quand même des médecins, et il s'est entouré d'un conseil scientifique dont il a choisi lui-même les membres, et donc on a fait une enquête sur qui conseille le président et quels sont ces médecins experts qui conseillent au nom d'une soi-disant objectivité, mais avec toutes les réserves qu'on a pu déjà souligner depuis le début de ce webinaire. Et puis on a fait des enquêtes sur la manière dont les discours catastrophistes du ministère de la Santé en France, du président de la République, étouffaient le débat. Parce que quand vous traitez l'information d'une manière catastrophiste, émotionnelle, eh bien ça a pour effet de clore la discussion, parce qu'on vous dit, comme l'ont dit certains confrères tout à l'heure, que si vous sortez du discours officiel, eh bien vous diffusez des fake news, vous semez la panique, alors qu'en fait, on veut par un discours alarmiste vous empêcher tout simplement de faire votre travail. Donc on a aussi fait des enquêtes sur les pressions qu'exerçait le catastrophisme et le discours émotionnel sur une information distanciée et de qualité sur cette pandémie. Moussa Aksar, vous avez la parole. Je crois que vous voulez ajouter un point. Non, c'est juste pour féliciter Anne-Cécile par rapport au travail qu'ils ont effectué sur Areva et leur dire que ce travail a été vraiment bien apprécié par les Nigériens. Cette enquête, surtout que moi je viens d'une région où Areva exploite l'uranium au Niger, et leur dire que leur travail a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui c'est un juge d'instruction qui a été saisi pour traiter de cette question et féliciter nos confrères du monde. Merci. Alors je pense que vous avez tous comme moi entendu le muezzin puisque nous sommes en direct de Tunis. Peut-être si l'un d'entre vous, ça ne me gêne pas, mais bon, peut-être ça apporte une connotation musicale, je dirais, en live. Si c'est l'un d'entre vous qui a la fenêtre ouverte, alors je ne crois pas que ce soit Anne-Cécile Robert, à moins qu'elle soit à côté d'une mosquée à Paris. Donc si quelqu'un peut fermer la fenêtre, c'est pas mal. Sinon, c'est pas un souci. Je voulais m'excuser aussi auprès des internautes. Vous avez vu que mon image a tendance à sauter. Voilà, le plus important, c'est nos invités. Donc, vous voyez parfois une image fixe. Ce n'est pas très grave. On va enchaîner. On va continuer à prendre les questions, vous savez, de nos journalistes, de Médias et Démocratie. Alors, il y avait une autre question qui est alors plus spécifique. On en a un peu parlé, mais je voudrais qu'on lui réponde. C'est une question de Abdelali Dia, qui a 30 ans et qui est aussi journaliste en Mauritanie. Comment avoir des informations fiables et comment aller les chercher en période de couvre-feu? Alors, le couvre-feu, c'est quelque chose que l'on vit là en Tunisie depuis un moment. Il y a un horaire très strict qui change d'ailleurs le week-end. Anna Ensbis, est-ce que ça pose effectivement un problème particulier? Ça veut dire qu'on ne fait plus rien entre 19h et 6h du matin ou comment on fait? D'abord, le couvre-feu actuellement, c'est la nuit.
Donc, on essaie de travailler avant le couvre-feu et on a amplement l'occasion de le faire en allant dans les hôpitaux, en allant voir les experts, en allant voir les malades et les victimes du Covid. Mais même avec un couvre-feu, je dirais, dans la journée, parce que je rappelle qu'on a vécu le confinement total, on ne pouvait même pas sortir de chez nous. Et c'était là la difficulté. Et donc, comme j'avais dit auparavant, il fallait trouver des sources alternatives. Et là, les sources alternatives étaient d'abord les réseaux sociaux, par exemple les groupes de médecins, les groupes du personnel médical, des infirmiers, où c'est vrai que c'était des groupes fermés, mais on pouvait y accéder en tant que journaliste en demandant la permission. Et donc là, on accédait aux discussions, on avait un large montant d'informations, des vidéos, des enregistrements, des anecdotes. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que on pouvait aussi rentrer en discussion avec des gens qui sont autour du domaine médical, parce que peut-être que les médecins, les infirmiers sont débordés par le travail, donc ils n'ont pas nécessairement le temps de rester avec nous, de nous parler amplement. Et donc là, on pouvait se rabattre sur les gens qui travaillent autour de ce domaine. Il y a les syndicats, il y a les unions, il y a les associations, il y a les retraités de la santé, il y a aussi les chercheurs en médecine, les étudiants en médecine. Tous ces gens-là ils peuvent nous fournir en information. Troisième chose, c'est qu'on peut utiliser bien sûr les applications WhatsApp, Signal, pour parler avec des gens à distance, pour les enregistrer, pour même parler avec le personnel médical qui exerce, mais qui peut-être n'a pas le temps de nous parler amplement dans la journée et qui a le temps de parler le soir ou le week-end. Donc, il y a plein de sources, de possibilités pour avoir de l'information. Bien sûr, ça ne change jamais la valeur de faire du travail de terrain. Mais je dirais que ça peut aider dans des situations extrêmes. Et je voudrais noter, avant de finir, la nécessité de travailler en réseau, c'est-à-dire de travailler en plusieurs. Parce que puisqu'on n'a pas la possibilité de se déplacer, par exemple, entre les gouvernorats ou entre les villes, c'est bien de travailler avec des correspondants, de gens qui se trouvent dans différents lieux et de s'échanger l'information. Et ça a très bien marché dans la période la plus difficile quand on était tous confinés. C'est-à-dire qu'il y a eu un élan de solidarité entre les journalistes, un grand échange d'informations. Et ça nous a permis de dépasser cette difficulté que nous a imposé soit le confinement ou le couvre-feu. Il faut être créatif, en fait. Voilà. Merci, Annen. Alors, il nous reste 25 minutes et je vais redonner après la parole à certains journalistes par leurs questions, mais j'aurais voulu qu'on revienne sur un point qu'avait développé Anne-Cécile Robert dans son cadrage, qui est celui de l'hyper-concentration des sujets des médias autour de cette crise du Covid qui a finalement cannibalisé les ondes, les pages des journaux. D'abord, est-ce que vous l'avez tous ressenti, cette espèce de ventouse qui s'est collée sur les métiers, et comment est-ce qu'on a pu, en interne, dans les différents médias, hiérarchiser, redonner de la hiérarchie à l'information, parler du reste, ne pas être totalement prise en otage de cette actualité, même si évidemment elle était très importante. Anne-Cécile Robert, peut-être par vous, au niveau du monde diplomatique, qui est un mensuel, et comment vous avez remis les choses dans l'ordre, si j'ose dire. Nous, on a la chance donc d'être une rédaction indépendante et de choisir nous-mêmes la hiérarchie de l'information. Donc on l'a évidemment traité ce virus, mais déjà c'était une partie seulement du journal, et on a essayé de prendre des angles qui n'étaient pas les angles dominants, notamment de rappeler les enjeux en termes d'inégalité sociale, les enjeux politiques en termes démocratiques, puisque l'un des effets de ce matraquage sur le Covid, c'était d'empêcher, pour permettre aux autorités
de prendre les décisions liberté. On était dans ce matraquage anxiogène, plus on a la réflexion critique. Donc nous, tout notre boulot a été prendre de la distance par c'est-à-dire on a parlé de ce qui se passe dans le monde, on a essayé justement de raconter ce qui se passait en Afrique latine pour ne pas être trop franco-français, et on s'est enfin possible de cette dictature qui fait que on a des scènes catastrophiques, on fait pleurer, on raconte, on nous donne un témoignage, et tac, c'est dramatique. Et ça, c'est un problème, parce que la peur, ça fait malheureusement. Oui, merci Anne-Cécile. On a un petit problème de son du côté de Paris. Peut-être que les connexions ne sont pas si bonnes finalement dans la capitale française, contrairement à ce qu'on pense. Bon, alors Moussa Aksar, sur cette question, au niveau de l'événement du Niger, et peut-être d'autres médias avec qui vous travaillez dans le réseau Sénézo, est-ce que vous avez réagi aussi assez vite à ce matraquage sur la crise sanitaire au détriment d'autres actualités? Comment vous avez géré le passage ces derniers mois? Bon, écoutez, en ce qui concerne l'événement et les autres médias de la sous-région, nous n'avons pas, comme l'ont fait certains confrères outre-Atlantique, de faire notre une sur seulement la Covid, parce que nous avons été un peu cloîtrés par les gouvernants pour nous empêcher de traiter cette maladie comme il se doit, avec des témoignages. Donc nous nous sommes concentrés sur l'actualité normale, nous avons fait notre boulot, mais de sorte que les informations que nous avons données à nos lecteurs ne sont pas du tout comme avant la pandémie de la Covid-19. Donc ça a un peu joué sur la qualité de l'information même que nous donnons à nos lecteurs. Merci Moussa. Alors ça me fait penser à un autre point qu'on a beaucoup discuté dans la formation ici à Médias et Démocratie, puisque vous savez qu'on avait 6 modules de formation, et il y a un des modules qui était sur précisément Covid-19, médias et information. La question qui a été longuement débattue, c'est est-ce que c'est le rôle, dans une période comme ça, des journalistes de rassurer? Est-ce que nous sommes là pour rassurer? Est-ce que nous ne sommes pas finalement des irresponsables dès qu'on a un discours, ne serait-ce qu'un peu critique, qui fait un pas de côté sur la question de la vérité? Est-ce que c'est irresponsable? Est-ce qu'on porte atteinte à la sécurité de l'État, voire même qu'on fait prendre des risques à les habitants des populations dans lesquelles on vit? Alors, Anne Hensbis, on va faire un petit tour peut-être sur cette question, ça a été très animé ici. Anne Hensbis, est-ce que les journalistes sont là pour rassurer? Moi, je pense que les journalistes ont une responsabilité. Ils doivent prendre ça en considération, c'est-à-dire on a la responsabilité d'informer le citoyen, de lui fournir une information claire et vérifiée et précise pour qu'il sache prendre une bonne décision et se protéger et protéger les siens. Et donc, ça a été toujours notre rôle, ça l'est davantage aujourd'hui. On ne peut pas, par exemple, laisser passer sous prétexte du respect d'une certaine sécurité nationale, qui est quand même un terme très flou, de laisser passer des abus, de laisser passer des dérapages qui sont faits par nos gouvernements dans la gestion de la crise, de ne pas les dénoncer, de laisser aussi la possibilité à des manipulateurs, à des charlatans qui viennent dire, par exemple, qu'ils ont des remèdes miracles
pour guérir la population et ne pas les mettre en cause. Et là, je citerai un exemple très récent qui, depuis 2 jours, fait la polémique en Tunisie. Alors, il y a un député qui est sorti en pleine session du gouvernement pour dire qu'il y a un Tunisien qui a découvert un remède miracle pour le Covid-19 et il a dénoncé comment l'État tunisien ne l'a pas aidé. Alors, les médias se sont saisis, bien sûr, de l'information, sont allés poser la question au directeur de l'Institut Pasteur qui a dit que c'est pas vrai. Mais avec ça, il y a des médias qui ont invité le type. Hier même, il a été invité sur un plateau télé pour parler de son remède miracle. Et il s'avère que ce n'est pas un remède miracle, c'est un complément alimentaire, c'est des huiles essentielles pour, soi-disant, augmenter l'immunité des personnes, mais que ce type-là a présenté comme un remède miracle. Et donc là, il fallait quand même que les médias jouent leur rôle pour dire aux gens, n'écoutez pas ces charlatans, n'écoutez pas ces gens qui veulent vous vendre des poisons, peut-être des choses qui peuvent faire atteinte à votre santé. Ayez la conscience et l'esprit critique qu'il y a un processus mondial qui a été enclenché pour créer des vaccins et que ces vaccins prennent du temps pour être validés et puis pour être distribués. Soyez vigilants par rapport aux fake news. Et voilà, je pense que notre rôle en tant que journaliste, c'est de garder le citoyen avec une tête froide, c'est-à-dire garder sa capacité de distinguer le vrai du faux, de distinguer ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien, et d'avoir toujours un regard critique sur des gens qui prétendent agir en sa faveur et pour le protéger. Parce que même l'État, il a fait beaucoup de gaffes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les résultats de ces politiques qui étaient improvisées, qui n'étaient pas très bien étudiées pour nous protéger et que par des pressions, par certains groupes politiques ou par certains intérêts, ils ont influencé un peu les décisions de la Commission de lutte contre le coronavirus et donc les décisions politiques. Donc, je redis, nous sommes responsables, mais surtout, nous sommes responsables de donner de l'information claire et précise et qui aide un citoyen à prendre une bonne décision. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Hamida Elbour, qui va nous répondre en tant que journaliste, mais aussi en tant que directrice de la plus grande institut de journalisme à Tunis, Anne-Cécile Robert, on est là pour rassurer. Faut-il rassurer? Est-ce que c'est l'une de nos missions? Est-ce que c'est la mission prioritaire? Il faut revenir aux fondamentaux. Le journalisme, ce n'est pas de la communication. Et il y a une tentation de la part des pouvoirs publics à vouloir enrôler les journalistes dans des opérations de communication pour relayer, sous prétexte que ce sont des messages sanitaires de protection de la population, mais ça peut être aussi pour relayer et protéger des impératifs de sécurité nationale. Mais ça nous fait dériver de notre métier. Notre métier, c'est pas de communiquer ni d'être des relais de communication. Il y a des agences pour ça, c'est un métier différent. Nous, en tant que journalistes, on est là pour fournir de l'information qui est passée par le tamis des règles professionnelles, c'est-à-dire la vérification, contre-vérification, recouper les informations. Et du coup, la question de savoir si ça rassure ou pas, ce n'est plus tellement le sujet. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une information intéressante? Est-ce qu'elle est vraie? Et est-ce qu'elle permet de construire le débat, de construire une vérité sociale? Est-ce qu'elle permet aux citoyens de se faire son idée avec son esprit critique? Est-ce qu'elle participe de faire la progression de l'entendement commun sur l'actualité et les événements qui se déroulent? Alors, Hamida, je vous laisse réagir et puis après, on retournera voir un peu Amadou pour avoir son avis. Il est un peu d'une autre génération. C'est pas mal aussi de voir comment les plus jeunes se posent la question. Hamida. En fait, il faut, à mon avis, effectivement revenir aux fondamentaux et donner une information vérifiée, véridique, appuyée sur des sources qui sont fiables,
C'est ça un peu le rôle principal d'un journaliste, de donner une information sans être ni alarmiste ni rassurant, donner à voir et à lire un peu sur la situation dans le pays. Effectivement, il faut diffuser les informations relatives à la protection, essayer aussi de déjouer un peu certains discours qui versent dans le populisme, hein, comme on l'a vu en Tunisie, un député qui proclame que voilà, on a le remède miracle contre le Covid-19. Ça aussi, ça peut être déstabilisant pour la population. Et donc, être sûr de ce qu'on présente comme information et éviter le buzz, parce qu'à un certain moment, effectivement, malheureusement, on a utilisé la pandémie, les cas, justement, pour faire le buzz, et c'était au détriment, comme je le disais tout à l'heure, de l'intégrité physique et morale des personnes. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont essentielles et fondamentale. Et essentiellement, il faut toujours garder de la distance. C'est vrai que il est très difficile d'avoir accès à des sources différentes et diversifiées, mais c'est très important que l'on préserve la démarche indépendante du journaliste dans la collecte de l'information. Alors, Amadoussi, donc vous êtes sans doute le plus jeune des invités, je crois que vous avez moins de 30 ans. Sur cette question de la responsabilité des journalistes, est-ce qu'ils doivent rassurer? Est-ce qu'ils peuvent faire des pas de côté? Est-ce que s'ils ont des bonnes informations vérifiées, ils peuvent ou doivent s'autoriser des formes de critique ou de remise en question? Quel est votre avis? Bon, peut-être Moussa Aksar, vous pouvez nous répondre sur tout cette question, parce que Amadou... Oui, donc moi, comme l'a dit Anne-Cécile, moi je pense que rassurer, c'est plutôt rester dans les règles qui régissent le travail du journaliste. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu cette pandémie, le premier à prendre la parole, c'était le président Macron. Il a fait un discours solennel. Ensuite, c'est au tour des autres présidents ouest-africains de faire le même discours dans leur pays. Il y en a d'autres qui ont relayé, qui ont dit que l'Afrique va connaître beaucoup de morts, mais il s'est trouvé que l'Afrique a résisté à la pandémie de la Covid-19. Donc vous voyez, est-ce que le journaliste là va rassurer, va prendre comme argent comptant tous ces discours que certains chefs d'État de la sous-région ouest-africaine ont fait à l'endroit de leur population, ou bien jouer son rôle en respectant l'éthique et la déontologie du métier? Moi, je pense que c'est plutôt rester dans le canevas des règles qui régissent le travail du journaliste professionnel. Alors, merci. Il nous reste 20 minutes. Je vais revenir à des journalistes de la promotion Médias et Démocratie, donc qui sont ici à Tunis, qui nous regardent en ce moment via la diffusion sur le Facebook Live. Donc, il y a une question qui permet de parler d'un aspect qu'on n'a pas abordé encore. C'est une question d'Abdul Karim, hein, qui est le fondateur d'un site d'information au Niger, qui s'appelle Actu Niger, et qui a 35 ans et qui dit « Face au recul de la vente au numéro, l'effondrement de la publicité, etc., quelles sont les stratégies que peut adopter la presse écrite ou d'autres médias pour survivre dans cette période ?» Alors effectivement, c'est une question importante qu'on n'a pas abordée jusqu'ici. Peut-être, Moussa, je vous redonne la parole, parce que je crois qu'au niveau de l'événement du Niger, vous avez eu un certain nombre de difficultés à l'occasion de cette crise. Oui, merci Olivier. Même pas à l'occasion de cette crise. Nous avons eu pas mal de difficultés, notamment du fait que nous sommes un média d'investigation.
Moussa, on a un problème de son. Je vous propose de regarder de votre côté, puis je vais passer la parole à Anen Sbis, peut-être, le temps que vous voyez la question du son. Anen, est-ce que sur la précarisation des médias, la publicité, etc., et je demande aux autres d'éteindre leur micro. Anen, est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus? Il faut mettre le micro, Anen. Voilà. Voilà, je n'ai pas bien entendu la question parce que ça a coupé à un certain moment. C'est Abdul Karim qui dit par rapport à la chute des ventes au numéro, la chute des publicités, on pourrait rajouter aussi la précarisation d'un certain nombre de médias. Comment est-ce que finalement on peut, quand on est responsable d'un média, réagir dans une période comme celle-là? Quelles sont les stratégies pour tenter de garder la tête hors de l'eau, d'une certaine façon? Moi, je pense que c'était cette situation-là qui a précarisé un peu les médias, surtout ceux de la presse écrite. C'était une opportunité pour eux de passer à autre chose. C'est-à-dire que beaucoup de médias qui étaient en version papier en Tunisie, par exemple, ont été contraints de passer à la version numérique, exclusivement à la version numérique. Et ça, c'était un développement, un changement qu'ils devaient faire depuis 10 ans et qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ne croyaient pas encore à la technologie, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était nécessaire, parce qu'ils restaient dans un modèle économique qui était archaïque. Et voilà, il y a eu la crise du Covid-19. Ils n'ont pas pu imprimer leurs journaux papier. Ils ont dû réduire leur personnel, bien sûr, les journalistes, et ils ont été obligés de passer au numérique. Et là, je pense que cette crise va leur permettre aujourd'hui de faire les réformes nécessaires au niveau de leur modèle économique, au niveau du contenu, au niveau aussi de renforcement des capacités de leurs journalistes pour devenir complètement des journalistes du web et réagir en sorte pour utiliser aussi les médias sociaux comme relais à leur contenu. Moi, j'ai vu quand même un aspect assez positif pour cette crise, pour les médias, notamment, comme j'ai dit, les médias de la presse écrite, parce que ceux de l'audiovisuel n'ont pas été aussi touchés que les journaux et les sites web. Aussi, je dirais aussi que cette crise les a obligés d'aller chercher d'autres ressources de financement parce que jusque-là, ils comptaient sur les abonnements papier, sur les achats, peut-être sur l'aide publique. Maintenant, ils sont obligés de chercher, de se imaginer d'autres sources, par exemple, de vendre leur contenu, mais il doit être de qualité pour pouvoir le vendre, parce que l'information, ça a un prix, d'aller chercher un autre public, cibler peut-être un public plus jeune, pas seulement un public d'un certain âge qui a peut-être délaissé l'information classique, de changer leur format de contenu. Il n'y a pas que le contenu écrit, il faut aujourd'hui penser en termes de capsules vidéo, en termes de graphiques, en termes de podcasts. Merci Anen. Je voulais rebondir avec Moussa, lui redonner la parole, notamment en précisant qu'en France, on a eu beaucoup d'aides du gouvernement dans tout un tas de secteurs, et notamment dans les médias, mais dans les pays africains, on le sait, le financement public des médias, si je prends l'exemple de la Tunisie, il a fondu de plus des 2/3 depuis 10 ans, et il y a des pays où il n'existe pas du tout. Donc comment un journal comme l'Événement du Niger a fait face à la situation? Bon, et comme nous sommes un média d'investigation, il faut dire dès au départ, nous avons eu des difficultés à accéder à la publicité. Donc la publicité, elle était vraiment sélective dès au départ. Mais il se trouve aussi avec la pandémie de la Covid-19, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas de publicité, alors nous avons, en tant que directeur, j'ai réuni les journalistes de la rédaction pour leur dire voilà dans quelle situation nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ensuite
que nous avons décidé de migrer, comme l'a dit Anen, vers le numérique en attendant que la situation se stabilise peut-être dans les jours, dans les mois à venir. Mais nous avons trouvé un partenaire qui a financé la construction du site de l'événement, et c'est sur ce site que nous publions nos informations. Voilà comment nous avons un peu réagi suite à l'apparition de la pandémie de la COVID-19. Amadou Sy, on revient vers vous. En Mauritanie, à la fois dans les médias que vous connaissez, celui où vous travaillez et peut-être plus largement, est-ce que l'impact a été trop fort et quelles ont été les stratégies de riposte des médias? Merci Olivier. Bon, déjà, il faut dire que bien avant cette pandémie du Covid, on faisait face à une forme d'extinction de la presse dite classique, on va dire, surtout des journaux papier. Donc déjà, le nombre de tirages peut varier entre 300 et 600. Des fois, globalement, c'est moins de 1000 tirages par média de la presse papier. Donc, on voit que c'est vraiment très léger. Et donc, très tôt, effectivement, beaucoup, comme je disais, ont été sur le carreau parce qu'ils ont raté le virage un petit peu de la migration ou de la transition vers le numérique. Donc, effectivement, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas pu faire le poids quelque part à ce niveau-là. De l'autre côté, le secteur audiovisuel a été relativement épargné parce que c'est un travail plutôt technique et une diffusion sur des ondes qui sont beaucoup écoutées. Il y a eu beaucoup de publicité parce que ce sont ces médias un petit peu vivent beaucoup des annonces et durant cette période de Covid, il y a pas mal de communication qui a été faite, donc des rentes au niveau financier pour certains types de médias. De l'autre côté, je pense que l'aspect positif également sur les sites web, il y a eu beaucoup de trafic, il y a eu beaucoup de fréquentation de certains sites web parce que tout simplement, les gens étant confinés et que la communication peut-être officielle se limitant souvent au point quotidien, etc., beaucoup se sont rabattus quelque part sur le web et les réseaux sociaux. Donc, comme disait Hanan tout à l'heure, il y a eu de plus en plus une migration et on a vu l'émergence de nouveaux médias qui essentiellement, qui n'ont peut-être pas de site web, qui n'ont pas forcément pris en siège physique, etc., mais sur les réseaux sociaux, grâce à des pages Facebook, à des pages sur Instagram, ils produisent un contenu avec une narration, avec un habillage qui fait qu'ils peuvent quelque part continuer à produire de l'information, à la partager et à entretenir, on va dire quelque part, une relation avec le public. Mais au niveau économique, la précarité, elle est toujours là. Les journalistes tant bien que mal de joindre des debout, mais c'est quand même, ça reste difficile. C'était difficile déjà avant et ça le reste. De l'autre côté, Olivier, si vous permettez, vous avez évoqué la question des fonds publics qui sont alloués aux médias. Alors, comme je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, depuis quelques années, ces fonds existent, mais il y a nécessité en fait de se questionner et de remettre en cause un petit peu l'utilisation de ces fonds-là. Parce que souvent, ces fonds ne sont pas utilisés de façon efficiente par les médias eux-mêmes. On ne sait pas trop à quoi est-ce qu'ils servent. On ne voit pas trop l'impact de ces fonds de la presse sur les médias, non seulement en termes de qualité éditoriale, mais en termes également de conditions de travail des journalistes, etc. Donc, le Covid, ça a été une charge en plus sur les difficultés qui existaient, mais de l'autre côté, elle offre des portes de sortie, notamment avec l'usage des nouvelles technologies et des nouvelles formes de narration, on va dire. Merci. Je repasse la parole à Anne-Cécile Robert qui voulait réagir, et puis de façon assez brève, il va nous rester 10 minutes, et je vous propose après de répondre à la dernière question. Alors, Anne-Cécile Robert. Oui, simplement pour compléter, qu'on reste sur le papier ou qu'on migre sur Internet, reste toujours l'épineuse question à laquelle on est tous confrontés du modèle économique. Quel modèle économique? Parce que souvent, sur Internet, les gens pensent que c'est gratuit. Et donc, on a une bataille auprès de ceux qui sont en situation de payer, les classes moyennes et tout ça, pour leur dire non, l'information gratuite n'existe pas. En particulier quand on veut la faire comme nous on l'a fait et comme vous faites de l'investigation, ça a un coût
Et donc, il faut se battre contre cette idée qui s'est répandue, que l'information est gratuite, qu'il suffit d'aller sur Internet, alors qu'en fait, sur Internet, vous avez tout, vous avez de la vraie information, des fake news, de la communication, de la pub, tout est mélangé, et que le journalisme, c'est un vrai métier qui fournit une information de qualité. Donc, il faut se battre il faut réhabituer ceux qui en ont les moyens à payer pour l'information et donc faire des campagnes pour dire il faut soutenez les journaux, abonnez-vous, achetez les journaux en kiosque, prenez des abonnements payants sur Internet, parce que l'information gratuite n'existe pas, c'est un mythe, et c'est un mythe dangereux qui nous tue tous les jours. La vraie information, elle a un coût, celle d'un travail fabriqué et de longue haleine. Et, une autre petite remarque que je voulais faire, on réfléchit en France, je ne sais pas si les confrères le font en Afrique, à mutualiser un certain nombre de coûts. Parce que l'une des questions, par exemple l'imprimerie, parfois les journaux ont chacun leur imprimerie, et créer des pools d'imprimeurs, des pools d'abonnements, des pools de commercialisation pour mutualiser les coûts et se répartir la charge au lieu de chacun gérer dans son coin les circuits de distribution et avoir en fait une répartition de charges plus importante. Merci Anne-Cécile. Alors on arrive à la dernière partie, il nous reste 10 minutes. Il y a justement une question d'un des journalistes de la promotion qui va nous permettre peut-être de faire un tour. Alors je vous la lis, c'est Ahmed, 30 ans, donc, qui est journaliste à Nouakchott, et qui dit « Quelles sont les leçons à tirer finalement de la couverture médiatique dans chacun de nos pays de cette crise sanitaire ?» Alors j'ai envie de dire, on va pouvoir répondre à Ahmed. Je vais vous demander à chacun de donner une leçon. Alors bien sûr, il y en a plusieurs, mais peut-être chacun d'insister sur un aspect. Et on va faire le tour de table, pour reprendre un terme des conférences avant la pandémie. Là, on va faire un tour de capture d'écran. Donc, je propose là encore, on donne l'honneur aux dames et je vais redonner la parole à Hamida pour nous dire quelle est, selon elle, la leçon à tirer. Essayez d'être un petit peu bref chacun. Voilà, Hamida. Ah, il faut mettre le micro, Hamida. Merci. Alors, la première leçon, c'est que, à part le journalisme sportif, politique, etc., il y a le journalisme spécialisé dans le domaine de santé auquel il faut redonner un peu de la valeur. Voilà. Merci beaucoup, Hamida. Alors, on enchaîne peut-être par Anen. Est-ce qu'il y a, alors vous avez le droit d'en donner deux des leçons quand même, hein. N'hésitez pas, on ne va pas faire de la censure sur le webinar, mais c'est pour être un peu concis. Anen, quelle est là ou quelles sont les deux leçons à tirer pour l'avenir de cette crise? Moi, je pense qu'il faut toujours revenir aux bases de la déontologie journalistique, se rappeler de sa mission en tant que journaliste, surtout en temps de guerre, comme celle que nous sommes en train de vivre, et que nous sommes responsables de donner une information juste, vérifiée, et c'est notre devoir, et ça le resterait, et qu'il faut, sous n'importe quelle pression, céder à ce rôle-là. Voilà. Merci beaucoup, Anen. Alors, Anne-Cécile, voilà, la parole remonte plus au nord, à Paris, avec l'observatoire que vous représentez du monde diplomatique, qui, je le rappelle, est quand même le journal francophone le plus vendu dans le monde, avec plus de 28 éditions. Quelle est la leçon pour nous, les journalistes, de cette crise sanitaire? En complément de ce que disait Anen à l'instant, conserver toujours l'esprit critique, toujours la distance journalistique, ne jamais rien prendre pour argent comptant et se rappeler que ce qui compte, c'est de bien penser et de bien réfléchir et le reste suit. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Amadou, vous avez un petit peu moins d'expérience, mais vous avez quand même déjà 10 ans d'expérience. Alors, du haut de vos 30 ans, cette crise, c'est peut-être la première grande crise que vous vivez. Et quelle est la leçon, selon vous, qu'il faut retenir?
Merci. 28 ans, hein, Olivier, 28 ans. Alors, juste, moi, je dirais que la première chose que j'estime essentielle, est-ce que vous m'entendez? La première leçon que moi je retiens, c'est essentiellement déjà la nécessité de redoubler de rigueur, on va dire. Déjà, en période normale, on doit prendre le temps nécessaire parce que notre crédibilité en dépend. En période de crise comme celle-ci, encore, ce que moi je retiens, c'est qu'il est important que nous puissions redoubler d'efforts pour donner une information qui est juste et vraie, équilibrée. Et ça peut être difficile, mais il faut quand même le faire. Pour moi, c'est vraiment essentiel de ne pas bâcler le travail. Ça évite que certains nous attaquent sur ces points-là. La deuxième leçon, pour moi, c'est de travailler en réseau pour pouvoir partager de quelque part nos contacts en termes d'expertise, mais également pouvoir partager des sources. C'est vraiment, ça a été une denrée rare, on va dire, des sources. Donc, pouvoir travailler en réseau, ça a été vraiment une révélation et il faut continuer là-dessus. Merci beaucoup. Et alors, tout naturellement, la parole revient au doyen de cette assemblée virtuelle. Donc, Moussa, vous avez la parole. Merci Olivier. Moi, je pense que la leçon à tirer ou les leçons à tirer, c'est que on a constaté que malgré l'existence de lois sur l'accès à l'information, le gouvernement, avec cette guerre de Covid-19, a réussi quand même à empêcher à ce que nous ayons l'accès à l'information, à ce que nous ayons d'autres sources que celles du gouvernement. Donc, franchement, je pense que c'est l'une des principales leçons à tirer de cette pandémie-là. Bon, voilà, on arrive au terme de ce premier webinaire donc, de Médias et démocratie de Tunis. Vraiment, je vous remercie d'avoir participé. Anne Ensbis, merci beaucoup. Merci à Anne-Cécile Robert d'avoir pris du temps avant de s'envoler pour Dakar, si j'ai bien compris. Donc, merci beaucoup. Merci à Amadou. Merci Moussa Aksar et Hamida Elbour. Je remercie aussi Nicolas, qui n'est plus parmi nous, mais qui est venu nous parler au tout début. Je vous donne rendez-vous vendredi, donc vendredi 4 décembre, pour le deuxième volet qui sera, lui, uniquement consacré à la question des menaces sur le journalisme à l'occasion de cette crise, la loi en France, mais beaucoup d'autres choses. Nous aurons avec nous Marilyn Baumard, qui est rédactrice en chef du Monde Afrique. On retrouvera le doyen Moussa Aksar. On aura aussi Ignace Sossou, vous savez, ce journaliste béninois qui est sorti de prison il n'y a pas si longtemps. On aura Arnaud Frogère, qui est le responsable Afrique de RSF. Laurent Bigot, qui sera avec nous de Tours. Et le débat sera animé par le président de Médias et démocratie, Stéphane Le Poitvin. Et moi, je ferai juste une introduction en duplex de Tunis. Alors, avant de se quitter, je tiens à remercier donc vous tous. Je tiens à remercier, bien sûr, nos partenaires. Vous allez les voir s'afficher après ce webinaire. Donc, en Tunisie, essentiellement, vraiment, et je le remercie d'avoir été présent à nos côtés depuis 5 ans. Donc, l'Institut français de Tunisie et l'ambassade de France. L'IPSI, qui est représenté par Hamida Elbour, donc qui est l'école de journalisme à l'université de la Manouba, et puis une mention spéciale aussi à l'UFTAM, l'université franco-tunisienne Afrique-Méditerranée, qui nous a accueillis dans ses locaux au sud de Tunis pendant toute cette semaine de formation. Merci aussi à la régie, à Charlie Bento, qui s'est occupé de toute la régie, tout l'aspect technique et le graphisme de ce webinaire. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve vendredi à 14 h pour la suite du débat. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.